Autre chose, je voulais pour faire le petit bilan de cette période. À ton avis, Yardar, est-ce qu'il n'y avait pas déjà une sorte de violation du texte fondateur du pays, le nouveau texte fondateur du pays, en l'occurrence la Constitution du 23 février, en reconnaissant déjà des partis qui, dans le texte constitutionnel, ne devraient pas exister? C'est-à-dire, merci pour la question, parce que c'est important. C'est-à-dire que le texte constitutionnel est clair. Des partis ne peuvent pas être constitués sur la base culturelle, sur la base ethnique, sur la base religieuse, etc. Elle nous ramène à notre point de départ de cette séquence. On s'est posé la question, est-ce qu'il n'y a pas eu une main invisible dans la constitution de certains partis politiques? Comment, alors que la constitution est claire sur les conditions d'éligibilité à la composition d'une organisation politique, on donne la possibilité à des formations de se cristalliser en partis politiques alors qu'ils ne réunissent pas. Et mieux, ils sont constitués sur des segments qui sont totalement déclarés interdits et tabous. Pas tabou, interdit par la Constitution. Tu parles de l'islamisme et de l'identité. Et de l'identitaire. Bien sûr. Sauf à dire qu'effectivement, on a voulu, dans la classe politique, qui allait ouvrir le champ des confrontations, y compris les champs de confrontation électorale, on a voulu programmer des épouvantails, des marottes qu'on agite. Ça, c'est une tradition algérienne. La première grande marotte qui a été agitée en 1962, c'était Benbella par un certain Boumediene. Et à chaque fois que le pouvoir s'est trouvé en difficulté, on a sorti quelqu'un. Après Benbella, ça a été Khidr. Après Khidr, ça a été Ahmed Krim. Ensuite, ça a été Zbiri. Et on a donné des gens comme ça en pâture à chaque fois et de manière systématique pour frapper les imaginations et pour dépénaliser les véritables responsables. Et dans ce sens-là, oui, pour dépénaliser, etc., est-ce que tu ne penses pas que dans cette perspective d'analyse, oui, que, en fin de compte, la soi-disant transition, entre guillemets, non seulement elle a échoué, mais c'était plutôt une ruse du pouvoir pour se perpétuer? Ah, c'est le grand terme, c'est la ruse. Effectivement, je pense qu'il y a une culture de l'homme d'État en Algérie. La valeur suprême cotée dans les valeurs de la bourse politique algérienne, c'est la ruse. J'aime les rusés. Moi-même, quand j'ai parlé de Boumediene, j'avais dit c'est un homme rusé. J'ai parlé de Jamal, c'est un homme rusé. Aujourd'hui, on dit Bouteflika, c'est Machiavel à côté, c'est un enfant de cœur. Parce qu'on a valorisé cette idée de ruse et on a valorisé la ruse. Et on l'a substitué à l'intelligence, à la compétence. Pour effacer l'intelligence. Au lieu de faire de l'intelligence une valeur fondamentale, on dévalorise l'intelligence en disant que c'est la caractéristique des imbéciles et des idiots, parce que vaut mieux être rusé qu'intelligent. Vaut mieux être un trabendiste que quelqu'un qui travaille. Vaut mieux être un trafiquant que quelqu'un qui peine pour gagner honnêtement sa vie. Très bien. Est-ce que, à ton avis, Chadli Benjdid n'est-il pas à l'époque sorti vainqueur de ces événements, surtout après le 10 octobre, après son fameux discours? On en a parlé déjà. Est-ce que Chadli Benjdid n'était pas sorti vainqueur d'une série de tentatives de déstabilisation de son pouvoir, de son régime, aussi bien de l'intérieur des institutions militaro-policières que de la société politique au sein du FLN, que de la société naissante, politique naissante, c'est-à-dire celle des partis politiques? Est-ce que Chadli n'était pas sorti vainqueur
est-ce que l'histoire ne reconnaîtra pas à Chadli quand même cette phase importante de l'ouverture politique, etc. Parce que on accable Chadli par beaucoup de choses négatives, etc. Mais est-ce qu'on ne doit pas réhabiliter Chadli autrement pour lui reconnaître un certain nombre de choses qui n'auraient jamais été possibles sous un Boumediene ou sous un Ben Mella? Ce qui me gêne, c'est que quand on pose le problème à partir de personnalité, qu'est-ce qu'il est au juste, je ne sais pas. Est-ce qu'on peut parler plutôt d'une école Chadli, si tu veux? Oui, peut-être que c'est exagéré. Toi-même, tu l'as dit depuis notre débat sur le mouvement national jusqu'à maintenant, qu'en termes de projet, de vision, d'idées, etc., il n'y avait rien. Pourquoi maintenant tu veux attribuer cette dimension d'école? On n'est pas quand même... École, c'est peut-être un terme effectivement un peu excessif, mais je pense qu'il y a, disons, un mot qui va devenir la clé de voûte du fonctionnement du système algérien à partir des années 90-92, c'est, on dirait, le cabinet noir. Le cabinet noir. C'est-à-dire un cercle de décision occulte. Absolument. Si c'est le cas, oui, c'est ce cercle occulte qui a véritablement marqué les points. Alors que chez lui, moi, je pense que j'ai du mal à le percevoir parce qu'il a fait... C'est-à-dire, lorsque tu parles de cercle occulte, est-ce qu'il ne serait pas incarné par quelqu'un qu'on a, je ne sais pas, dans les milieux de la presse, etc., surtout de la presse dite indépendante, mais qui n'était pas indépendante en fait, oui, qui a qualifié un certain Arabi Bekher du parrain, l'arabe. Est-ce que celui qui a gagné, enfin le plus gagné dans cette affaire, c'est pas l'Arabi Bekher? L'Arabi Bekher qui a survécu à toutes les crises. Et qui a continué à être l'homme à réseau qui a tiré les ficelles de partout, etc. C'est exact. C'est exact si on considère que les choses, ça relève du secret de Polichinelle, si on considère que l'Arabi Bekher lui-même, c'est peut-être un des maillons d'une chaîne important de ce groupe dit du cabinet noir. Donc les ramifications peuvent aller jusqu'à l'étranger, etc. Ils ne sont pas forcément nationaux. Pas forcément nationaux. Pas forcément nationaux. Pas forcément nationaux, dans la mesure où il y a des faits. On peut les lire de multiples manières. L'Arabi Bekher a fait un geste que personne ne fera jamais plus. Il a quand même invité un homme politique français, un ancien donc, de l'Algérie, un pied noir de l'Algérie, qui est juif. Ça, en soi, oui, ça ne veut rien dire. Rien pour moi. Mais ce n'est pas n'importe qui, c'est Chouraki. Il a fait venir Chouraki, je crois que c'était à Sidi Ben Abbès, parce que Chouraki, je crois qu'il est du Sidi Ben Abbès. Originaire. Chouraki n'est pas n'importe qui. D'abord, c'est un éminent orientaliste, je ne sais pas si c'est le même, qui est un auteur d'une version du texte coranique. Et Chouraki est pratiquement une tête d'affiche du milieu juif pied noir algérien qui constitue un lobby très important, à distinguer de l'OAS. À distinguer de l'OAS, parce que je ne pense pas que Chouraki soit lié d'une manière... Je ne sais pas, je n'ai pas de... Mais avec ce geste important d'avoir permis à Chouraki de revenir, pas seulement en tant qu'individu, c'est l'ouverture possible à un encouragement à la communauté juive de revenir en pèlerinage, ça a pris l'allure de pèlerinage, en Algérie. On l'a vu avec un certain nombre de conseillers, un certain nombre de ministres, etc., dont on disait qu'ils étaient liés à des cercles de ce genre, etc., etc. Exact. Donc, personne d'autre ne pouvait le faire.
Lui, il l'a fait. Et c'est un signe de puissance. Un signe de puissance. Est-ce qu'à ce moment-là, on a pensé à intéresser le milieu des juifs pieds noirs algériens à s'intéresser à un investissement en Algérie? C'est possible. Mais par-delà cela, avec la prise de langue entre un responsable de premier plan de l'État algérien et un acteur fondamental du pouvoir politique en Algérie, derrière cette ouverture vers les milieux d'affaires juifs algériens, se profile également un autre problème beaucoup plus grave. C'est l'éventualité, ça a été très longuement discuté, comme nous ne sommes pas des gens qui obéissons au tabou et à l'interdit, donc nous autorisons à supputer, il avait même été question d'une sorte de normalisation de rapport avec Israël. Très bien. Est-ce que parallèlement à tout ça, et pour conclure ce débat d'aujourd'hui, est-ce que parallèlement à tout ça, n'y a-t-il pas eu également, enfin du moins les événements d'octobre, la constitution de 89, n'a-t-elle pas profité à la naissance d'une certaine presse libre, indépendante, d'une certaine ouverture audiovisuelle à l'intérieur? Indépendante, j'en doute. Non, mais c'est un jugement de valeur. Mais non, je reviens aux années 89-90. Parce qu'il ne faudrait pas qu'on les juge également. Non, je ne juge pas. À partir de ce qui s'est passé plus tard. Non, ce qui me pose problème, c'est... D'accord, tu veux dire, disons, optons pour presse privée libre. Ou, disons, presse privée tout court. Est-ce que ce que s'est passé n'a pas profité à une nouvelle génération d'émerger sur le plan médiatique, une ouverture de l'audiovisuel, particulièrement de la télévision et de la radio, une nouvelle presse privée, mais là où les Algériens pouvaient s'exprimer le mieux et le plus, aussi bien en langue arabe qu'en langue française. Est-ce que ça n'a pas été d'un apport remarquable et inestimable dans le processus de mutation de la société? Il y a deux aspects dans ce problème-là. Il y a l'aspect que la presse n'a pu se constituer qu'à partir d'une initiative et d'une sorte de mise en route relevant des prérogatives de l'État lui-même. C'est l'État qui a donné de l'argent, c'est l'État qui a donné... Oui, c'est le gouvernement Hamrouche. C'est le gouvernement Hamrouche. Il a donné... Il faut lui reconnaître quand même beaucoup de mérite dans ce sens. Il a donné il a payé des subventions. Lourdes très souvent, etc. Ça, c'est indiscutable. Comme cela a été fait pour les formations politiques également, qui ont eu et des budgets et des locaux. À un degré moindre, parce que c'était lié aux élections, etc. Exact. Et pas tous les partis politiques avaient des locaux aussi, même dans les années 89-90. Nous étions en PRA, on a tenté de nous chasser de sièges à plusieurs reprises, en manu militari. Oui, non, bien sûr. Et il y a ça. Mais cette politique qui s'était profilée à l'époque, qui s'était matérialisée, était aussi d'une certaine manière un gage que donnait l'État algérien en rénovation, parce que il y avait des signes, des prémices de refondation. C'était un gage qu'on donnait à une opinion internationale extrêmement chatouilleuse sur la liberté d'expression. C'était l'année 89 était... Oui. Donc il y a les deux aspects. Les aspects qui ont... Est-ce qu'il y a eu une stratégie réfléchie, arrêtée, ou est-ce que ça s'est fait comme ça par un concours de circonstances? Je pense que c'est aux politologues et aux historiens. Ça mérite une réflexion approfondie. Une réflexion beaucoup plus approfondie et très élaborée.
Nous allons continuer après sur ce qui s'est passé à partir de la prise du pouvoir à l'échelle locale et à l'échelle nationale par les partis politiques qui commençaient à exercer le pouvoir en dehors du FLN, à partir donc des années 90, et voir un petit peu l'évolution aussi bien de la classe politique, du pouvoir, de l'armée, que de la société, ainsi que des partenaires étrangers, à partir de ce qui s'est passé 90-91 jusqu'à décembre 91, et terminé par la suite avec le limogeage, la destitution par l'armée à travers un coup d'État, aussi bien contre un processus électoral que le pouvoir lui-même de l'époque, et à sa tête en tant que ministre de l'Intérieur, il y avait un certain Amr el-Belkir, reconnaissait, et contre également un président dont le mandat n'était pas encore terminé, qui s'appelait Chadli Ben Jdid. On l'a destitué avec beaucoup de... on a maquillé ça avec une sorte de démission, j'allais dire, devant obligé, etc. Mais en fait, c'est un coup d'État contre le président lui-même. Aussi bien contre la société à travers les partis politiques, à travers un processus électoral, qu'à travers un président élu. Mal élu, mais élu. Il s'appelait Chadli Ben Jdid le 11 janvier 1992. D'ailleurs, même le président à l'époque du Conseil constitutionnel, en l'occurrence Socrate, c'est-à-dire Ben Hbils, avait refusé de prendre la tête de l'État en attendant la préparation des élections présidentielles anticipées. Donc nous allons nous arrêter ici et nous continuerons par la suite à développer ces éléments et bien sûr d'autres éléments qui vont surgir également. Entendu.